Bonjour à tous, nous sommes le lundi 20 octobre et pour commencer le journal du jour, nous allons évidemment parler des résultats de Ligue 1 de ce week-end et de la principale conséquence, c'est-à-dire le haut de tableau. L'Olympique de Marseille est leader du championnat français. Jusqu'à quand ça peut durer? On parlera également du Stade Rennais et des résultats mitigés d'Habib Beye. Jusqu'à quand ça va durer? On parlera du FC Nantes qui s'est incliné en réception du LOSC dans le match du dimanche soir. On ira du côté de l'Angleterre pour un match au score surprenant mais pas tant que ça entre Liverpool et Manchester United. Disons que ça décrit des dynamiques actuelles et enfin on conclura le journal en évoquant la situation du gardien russe du Paris Saint-Germain, à savoir Safonov. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Jusqu'à quand Marseille peut être le leader de la Ligue 1? En tout cas, ils n'ont pas l'air décidés à lâcher des points. Sur le papier, le PSG est plus fort, mais en attendant, tu joues la plupart du temps contre d'autres équipes de Ligue 1 qui ont un niveau qui est relativement abordable pour Marseille. Et on l'a encore vu une nouvelle fois face au Havre où les Marseillais ont fait un carton au Vélodrome. 6-2, ça a été la fête du côté de Marseille. Voici les compos qui étaient alignés. Et évidemment, l'homme du match, c'est Greenwood. 4 buts, dont 1 sur penalty. Un bon match, mais c'est surtout la finition de fou qui me marque et justement Marseille avait besoin de cette finition parce qu'en dehors de ça, j'ai trouvé que la ligne d'attaque de l'Olympique de Marseille pour un match avec un score aussi fleuve me laissait un petit peu dubitatif. Si on prend Petchao par exemple, oui, il y a des bonnes choses qui sont montrées, mais Petchao, il prend dans la presse un 5 sur 10. Si l'OM perd ce match, si Greenwood sort une prestation minable et que du coup on se concentre sur lui et Petchao, mais avec un œil peut-être un peu plus malveillant, Petchao il prend pas 5, mais il prend 4. On peut parler également d'Angel Gomes qui était titularisé, censé être le meneur de jeu de cette équipe. Il n'a pas réussi à faire suffisamment de différence et il cherche encore sa place. On sait que c'est un joueur de qualité, mais il n'a pas été satisfaisant. Et du coup, ça fait que, ok, il y a un score fleuve pour Marseille, mais ce score fleuve, il s'est décidé en deuxième partie de la deuxième mi-temps, autant dire relativement tard. Et entre-temps, eh bien, justement, ton adversaire s'était fait réduire à 10, ce qui, évidemment, va quelque peu changer l'équilibre de la rencontre. Alors, du côté de Marseille, il y a du talent, c'est certain. Il y a toujours une défense que j'apprécie beaucoup. Il y a un Greenwood dont on ne peut que reconnaître la qualité sur ce début de saison et qui est vraiment en feu. Mais je suis curieux de voir si Roberto De Zerbi va réussir à stabiliser ça. En tout cas, c'est une équipe qui a un potentiel pour faire extrêmement mal. Ils ont une tête d'outsider qui peut challenger le Paris Saint-Germain si Paris continue à devoir faire tourner, à perdre quelques petits points par-ci par-là, parce que Marseille, à mon avis, ça va quand même pas mal enchaîner et ça fait plaisir de voir un petit peu de suspense au sommet de cette Ligue 1. Oubliez Habib Beye et dites bonjour à Habib Beg, vu comment il galère à faire parler son football du côté du Stade Rennais. C'est un nouveau résultat décevant pour les Bretons, match nul 2-2 face à Auxerre. Et en fait, t'as l'impression que Rennes répète des prestations qui sont moyennes, pas catastrophiques, mais qui sont clairement pas à la hauteur des attentes. Voici les compos qui étaient alignés et pourtant t'as de la qualité du côté de Rennes. Le milieu de terrain, Blas, Rongier, Fofana, c'est du sacré joueur. Même sur les côtés, Merlin, Camara, bordel, ça avait brillé auparavant à Marseille, à Brest, et même quand tu regardes devant, eh bien le Paul, tu l'as acheté pour grosso modo 13 millions d'euros à Angers, c'est un joueur qui est talentueux, et t'as l'impression, malgré tout, que Rennes est une équipe moyenne, alors que les joueurs que t'as dans ton 11, ils sont pas moyens sur le papier, les salaires qu'ils ont, ils sont pas moyens non plus, et Habib Beye a beau essayer des choses, tu trouves jamais la solution. Alors évidemment, le vrai problème du Stade Rennais, c'est sa défense. On peut tourner les choses dans n'importe quel sens, t'as trop d'erreurs défensives qui sont faites au cours des rencontres, et je pense que ça va éclabousser un petit peu sur tout le reste de l'équipe. Parce que parfois, t'as l'impression que ce Rennes manque un peu de grinta, manque un peu de sérénité, manque un peu de capacité à tenir un match, alors que des tauliers et des joueurs d'expérience, il y en a beaucoup. Enfin, je le redis, t'as quand même Fofana et Rongier au milieu de terrain. Ils connaissent bien le football français, ils connaissent même bien le football tout court. Sauf que quand tu flippes toujours de comment ça va se passer derrière, t'as du mal à faire ton match de manière extrêmement satisfaisante. Et ce qui me fait peur en fait, c'est que Habib Beye, il a l'air de galérer un petit peu dans ce marasme. Alors, il y a eu quelques commentaires autour de la sortie de Blas. Est-ce qu'elle était faite trop tôt ou pas? Il y a des rumeurs comme quoi il y a des notions de confiance du groupe qui commencent à se perdre un petit peu. Mais en tout cas, moi je me dis que Rennes aujourd'hui, c'est une situation qui est assez délicate à évaluer parce que si on regarde le classement de Ligue 1,
Les Rennais sont 9e, tu sors de 4 matchs nuls d'affilée, c'est pas satisfaisant, mais les places européennes sont encore très accessibles, sauf qu'il va falloir réveiller tout ça, et on se demande encore et toujours si Habib Beye a la capacité de le faire. Les meilleurs Nantais n'étaient pas sur le terrain mais en tribune pour ce match entre le FC Nantes et le LOSC. La Brigade Loire fêtait ses 40 ans et a déployé un tifo, je vous laisse juger, qui a juste été absolument extraordinaire. Et j'ai envie de leur rendre un hommage parce que du côté de Nantes, tout n'est pas toujours rose en termes de jeu, tout n'est pas toujours très clair en termes de direction du projet, mais par contre les Nantais ils peuvent se targuer d'un truc, c'est d'avoir un des meilleurs publics de France qui est toujours au rendez-vous, même durant les périodes un petit peu plus compliquées, et donc franchement pour ça j'ai juste envie de dire félicitations messieurs. Bon par contre sur le terrain, cette rencontre entre le FC Nantes et le LOSC, elle a été un petit peu moins satisfaisante pour les Nantais étant donné que c'est une défaite, ça donne 0-2 et voici les compos. Alors qui sauver du côté de Nantes? J'ai bien aimé la prestation d'Ablin, alors il va falloir qu'il marque des buts à nouveau de façon prolifique pour apporter entière satisfaction, mais à côté de Mostafa Mohamed, j'ai trouvé qu'il était bien plus dangereux que les autres attaquants. Je peux également parler de Lopez, ton gardien de but, qui définitivement est un roc qui te sauve la mise à de nombreuses reprises depuis le début de cette saison, mais alors à part ça, c'était un peu compliqué pour Nantes. En même temps, le LOSC sur le papier, c'est quand même une équipe qui était bien supérieure. Benjamin André au milieu de terrain qui a toujours une capacité à réguler le rythme du jeu. Haraldsson qui est un joueur que j'apprécie beaucoup et je suis persuadé que ça va être sa saison. Alors le LOSC a parfois manqué un petit peu de capacité à être décisif, mais ils ont quand même globalement bien contrôlé cette rencontre, c'était assez intéressant et je suis curieux de voir ce que ça va donner au terme de la saison parce que je me dis que le LOSC sur le papier, ça a un effectif qui peut t'amener à viser la 3e place. Le FC Nantes sur le papier, ça a un effectif qui fait que tu devrais viser mieux que la zone rouge et le maintien, mais alors entre sur le papier et la réalité, il y a parfois un grand écart. Ça va très mal à Liverpool parce que pire qu'une 4e défaite consécutive, ce qu'a concédé Liverpool, c'est une défaite face à Manchester United et là, ça va pas du tout, le pronostic vital est engagé. Bon, en vrai, je vanne, mais Manchester United, ça remonte petit à petit des signes de football, c'est plutôt positif et les Reds, au cours de cette rencontre, ils ont beau avoir dominé, ils ont quand même beaucoup trop de problèmes entre des cadres défaillants et des recrues qui sont tout simplement pas au niveau. Voici les compositions qui étaient alignées et Mohamed Salah, ça va faire grosso modo un mois qu'il n'est pas du tout au niveau, ça commence à poser question. Florian Wirtz, si t'as coûté une blinde, il démarrait pas la rencontre et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il a aujourd'hui pas réussi à convaincre grand monde du côté de l'Angleterre. Et puis Alexander Isak, il avait déjà convaincu tout le monde à Newcastle, mais reproduire ça à Liverpool, on l'attend encore parce qu'aujourd'hui c'est pas trop le cas. Et en face, qu'est-ce que t'as eu? T'as eu un Manchester United qui a été tout de suite hyper efficace avec Mbeumo qui a montré pourquoi il a été recruté aussi cher. C'est un joueur de talent et il te met en confiance en ouvrant le score. Et derrière, certes Manchester United a subi, certes Liverpool a eu la domination, mais United n'a jamais paniqué, n'a jamais dérogé à son plan de jeu, n'a jamais eu des moments d'absence défensive. Du coup, le bambou il a plié mais il n'a pas rompu. Il faut ajouter à ça un Maguire, patron des grands soirs, qui te permet d'aller chercher finalement ce petit supplément d'âme nécessaire pour avoir la victoire. Donc c'est un Manchester United qui est cohérent tactiquement et c'est déjà pas mal parce que Ruben Amorim il avait du mal à faire de belles choses avec cette équipe et là on commence enfin à sortir la tête de l'eau. Si on regarde le classement de Premier League, c'est plus resserré que jamais. Liverpool passe désormais 3e et Arsenal prend une belle petite avance. United remonte petit à petit et est désormais à 2 points du podium et donc de Liverpool. Je suis curieux de voir comment ça va tourner, mais alors en 2 ou 3 journées, toute la hiérarchie peut être bousculée. Le saviez-vous, vous avez joué autant de minutes de jeu au Paris Saint-Germain que Safonov, c'est-à-dire absolument aucune minute de jeu. Le gardien russe n'apprécie pas trop sa situation et on peut le comprendre parce qu'autant il jouait pas beaucoup quand il était le remplaçant de Donnarumma, autant depuis ce début de saison avec l'arrivée de Lucas Chevalier, il joue pas du tout. C'est la problématique de pas mal de grands clubs. T'as un gardien qui est titulaire, qui est un grand gardien, mais derrière lui il faut quand même un remplaçant qui est pas n'importe qui parce que si ton titulaire se blesse, que tu te retrouves en finale
finale de Ligue des Champions à devoir aligner ton numéro 2, bah t'as pas envie d'avoir un tocard. Sauf que bah, quand t'es numéro 2, tu joues pas beaucoup et du coup tu ronges un petit peu ton frein. C'est encore pire actuellement au Paris Saint-Germain parce que Lucas Chevalier a toutes les minutes de jeu, mais on peut comprendre le choix de Luis Enrique. C'est un gardien que t'as besoin de mettre en confiance et du coup bah, tu vas pas sacrifier les matchs faciles à Safonov. T'as envie que Lucas Chevalier puisse enchaîner, t'as envie de lui montrer de la confiance, t'as envie de lui donner des matchs où il peut exprimer son talent. Et on sait qu'à Paris, s'imposer, c'est pas toujours simple. En plus, Chevalier est un jeune gardien. Safonov, il a quand même été acheté 20 millions d'euros environ par le Paris Saint-Germain. Il garde encore une grosse cote. On évoque notamment l'intérêt de clubs russes. Alors, est-ce qu'il va s'en aller au cours du prochain mercato du Paris Saint-Germain? J'ai pas de certitude là-dessus, mais par contre, je me pose une petite question parce que ça veut dire qu'en deuxième gardien, si Safonov part, bah, t'aurais du jeune, mais peut-être pas de quoi être assuré si jamais Lucas Chevalier se blessait. Donc affaire à suivre, mais ça s'annonce assez complexe en termes de gestion du côté de Paris. Terminé pour le journal du jour, cette semaine c'est le retour de la Champions League et donc ça va me permettre de faire les vidéos d'avant-match et je dois vous avouer que j'adore ces vidéos d'avant-match parce que ça donne l'occasion d'avoir un sujet où on parle d'un club qui en temps normal aurait intéressé personne mais qui ici va pas mal accrocher par rapport à son adversaire. Par exemple là c'est Leverkusen Paris Saint-Germain, ça tombe bien, j'ai plein de choses à vous dire sur Leverkusen mais je sais que si j'en faisais une vidéo dédiée ça intéresserait pas grand monde. Bon ben là je vais pouvoir le présenter sous le prisme de cette rencontre de Ligue des Champions et je sais que ça intéressera les Parisiens et ça bah, c'est quand même cool de faire des vidéos où tu sais qu'elles seront un peu plus vues. Donc voilà, je vous donne rendez-vous cet après-midi pour cette vidéo d'avant-match entre le PSG et Leverkusen. J'ai beaucoup de choses à dire, à cet après-midi aux alentours de 17 h, qui fait bien votre journée, salut.